Bonjour à tous et bienvenue. Salut. Il y a Bonjour tout le Méo monde. Maki qui dit hello tout le monde. Je suis Fanny, donc je suis social media manager à la Wild Code School. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce live. Donc moi je m'appelle Mickaël Lambert, je suis formateur sur le cursus de développement web à la Wild Code School, principalement sur le langage PHP. Ça fait 1 an et demi que je suis à la Wild et je serai là pour répondre à toutes vos questions bien évidemment. Enchanté, je m'appelle Kevin, j'ai 29 ans. J'ai fait la Weld il y a 1 an maintenant, le bootcamp débutant. Et maintenant, je suis développeur web en CDI, en Symfony et en React, en Next plus précisément. Quel homme. Merci d'être de retour du coup avec nous, Kevin. Ça fait plaisir d'avoir des alumni aussi. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez vaste, de la productivité des développeurs web. Notamment, ouais, Mickaël, tu peux faire les gros yeux, ça s'annonce. Au travers, notamment du comportement de Elon Musk, donc PDG de SpaceX. Donc ça, c'est un article qui est sorti il y a quelques temps maintenant, qui a été, publié par 01net quand, Elon Musk est arrivé à la tête de X, anciennement Twitter, et qu'il a du coup organisé des entretiens avec les développeurs de Twitter. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi, les actus liées à son arrivée. Ah bah voilà, Méo Maki, petit spoil, il en a viré la moitié, je crois. C'est à peu près ça. Il a voulu évaluer leur productivité et garder, ceux qui produisaient le plus. Et il a donc eu la brillante idée de faire des entretiens avec les développeurs et notamment on a, cette photo de Léa Culver qui travaillait à l'époque chez Twitter, qui aujourd'hui ne travaille plus là-bas. Devait imprimer les 30 à 60 derniers jours de code qu'ils avaient écrit et également le montrer sur leur ordinateur. Donc déjà, assez étrange de devoir l'imprimer puis aussi le montrer sur l'ordinateur. Mais c'est surtout que ça soulève, un plus gros problème, justement la productivité et est-ce que un développeur qui va coder 60 pages en 60 jours, c'est un bon développeur? Est-ce que celui qui aura fait que 5 pages, il était moins bon? Qu'est-ce que vraiment c'est, être un bon développeur? C'est quoi les missions d'un développeur? Parce que là, ça suggère aussi qu'un développeur ne fait que coder, alors que, même, dans un autre métier comme, je prends un exemple tout autre, mais un médecin, par exemple, on va pas s'attendre à ce que, 8 heures dans la journée, il fasse 8 heures de consultation pure et dure. Il va répondre au téléphone, prendre des rendez-vous, il y aura un temps d'accueil, de préparation, pour parler avec les patients, un temps pour payer aussi. Enfin, il y a plein de petites missions, en fait, qui vont s'ajouter. On a souvent un peu cette image du développeur qui code, toute la journée, qui fait que ça. Est-ce que déjà, Mickaël, toi, en tant que formateur, tu pourrais, nous parler un peu, du coup, du métier de développeur? Quelles sont ses missions? Et peut-être casser un peu les clichés, qu'on a là-dessus? Bien sûr, bien sûr. Bah, je vais rejoindre un petit peu tout ce que tu as dit sur l'analogie avec le médecin. C'est vrai que c'est assez efficace, mais en effet, un développeur, ça passe pas du tout tout son temps à coder des lignes. Hein. Il y a plein de choses qu'on fait qui sont autres que ça, notamment sur la réflexion, la conception. On a beaucoup de moments où on va réfléchir pourquoi on va coder ça, comment on va le faire, avec quel langage, quelle technique. Donc c'est pour ça que c'est pas très parlant ce qu'a fait Elon Musk honnêtement. Mais donc du coup oui, vous avez toute la partie conception et réalisation de ce que vous souhaitez faire. Pourquoi le faire? Pour qui surtout? Moi, il y a une notion que j'apprécie beaucoup chez les développeurs, c'est peut-être la recherche du besoin de la personne pour qui vous codez. Peut-être que la personne a envie d'avoir une voiture, mais au final elle a peut-être juste envie de se déplacer. Donc peut-être voir si au final on va peut-être pas lui fournir une trottinette en premier lieu, puis une moto après. Enfin voilà, il y a plein de réflexions à avoir là-dessus avant de coder. C'est assez intéressant et en effet, ça se résume pas juste à vraiment écrire 35 lignes en 12 minutes. Un long code, souvent, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Plus le code est court, plus c'est efficace normalement. Donc, voilà. Top. Kevin, toi, est-ce que tu avais des clichés justement sur le métier de développeur? Est-ce que ça a un peu changé ta perception du métier de développeur une fois que tu es entré en formation et aussi une fois du coup que tu as trouvé un emploi derrière? Pas vraiment, j'avais pas de cliché particulier. Honnêtement, quand je suis arrivé dans la formation, j'avais aucune idée de ce qui comportait le métier de développeur. J'avais aucune idée de ce qu'on faisait du matin au soir, quelle fonctionnalité on devait faire, comment ça se déroulait. Et du coup, au fur et à mesure que je suis avancé dans la formation, puis dans le stage, puis dans le CDI, là j'ai commencé à me faire des idées de comment ça marchait. Mais j'avais aucun cliché. J'avais juste le cliché de certains développeurs font rien, genre de toute la journée ils font rien. Et je crois que ça a été un des problèmes chez Twitter. Il s'est rendu compte qu'il y avait des personnes qui étaient censées coder, parce qu'il y a plusieurs métiers dans le développement et il y en a certains qui doivent coder plus que d'autres. Et il s'est rendu compte que certaines personnes qui devaient beaucoup coder, en fait, faisaient absolument rien. Et je crois que c'est les cas extrêmes quand même. Et eux, je pense que c'était bien justifié de s'en débarrasser. Mais c'était le seul cliché que j'avais. Sinon, toute l'idée que je me suis fait du métier, je me la suis faite au fur et à mesure.
Ishtibidi, je pense. Dis-moi si je le dis bien, sinon je rectifierai. On va faire un petit cours de phonétique entre-temps. Qui dit le dev junior va être content quand il va ajouter 150 lignes de code, le dev senior va être content quand il va supprimer 150 lignes de code. Donc ce que tu disais un peu, Mickaël. On est un petit peu là aussi en tant que dev senior pour accompagner les devs juniors, pour leur faire comprendre pourquoi, au final, 150 lignes de code, on peut l'optimiser un petit peu de manière plus globale. Il y a une grosse partie d'entraide et d'apprentissage aussi entre les métiers de développeurs, que ce soit entre juniors et seniors. C'est important d'avoir ces notions-là. Là, on a justement une réaction de Meomaki qui complète très bien ce que tu disais. Plus tu te seniorises et moins tu passes de temps à coder, préférant réfléchir à la solution et à la bonne compréhension du problème. Donc justement, à aider aussi peut-être les juniors à réfléchir autrement et à voir les solutions sous un autre œil. Maintenant qu'on a un peu démystifié les clichés qu'on avait ou pas sur les devs, on va parler un peu de la productivité. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Et j'ai un peu cherché des méthodes sur lesquelles on pouvait se baser pour évaluer la productivité des devs. Honnêtement, il n'y en a pas vraiment aujourd'hui une qui sort du lot. Elles sont toutes assez controversées parce qu'elles se basent sur des choses très différentes et souvent elles sont faites par des personnes qui gèrent pas en fait des équipes dev ou qui vont vraiment parler productivité en général sur divers métiers et qui connaissent peut-être mal aussi le métier de dev. Néanmoins, il y avait ce rapport assez intéressant de Microsoft. C'est un article de ZDNet qui résumait un petit peu ce rapport. Et il y a un ingénieur en productivité chez Microsoft qui a étudié cette question. Et dans l'article, on peut lire que pour les développeurs, la productivité, c'est les apprentissages, les résultats business et la quantité de travail. Est-ce que pour vous, ça fait un peu résonance avec ce que vous pensez ou est-ce que vous avez une autre vision, on va dire, de la productivité ? Moi, j'ai une vision assez simple quand même parce que la productivité est facile à monitorer chez nous. Je suis en méthodologie agile et du coup, on a tout un système pour évaluer la quantité de travail fait en une journée par un système de points et c'est assez bien fait. Mais c'est pas genre plus on va être productif, plus on va faire de points. On a juste un minimum de points à faire par semaine. Et au-delà, il y a plein d'autres choses à faire. Une fois qu'on a fait les points de la journée, une fois qu'on a avancé dans les fonctionnalités qu'on fait dans la journée, il y a plein de choses à faire. Genre, par exemple, quelqu'un qui est extrêmement productif va pas faire 2 fois plus de points. On va faire le même nombre de points, mais on va juste mieux les faire. On va juste se demander, chercher des problèmes qu'il y a sur le site. On va répondre à des besoins. On va, je sais pas, genre faire des fixtures faire des données factices pour le site. On va chercher un moyen de se rendre utile. Et du coup, ça c'est un critère de productivité. Enfin, c'est une métrique de productivité qui est pas monitorable, qui est pas quantifiable aussi facilement que par les points, que par les tickets. Et du coup, c'est assez difficile. Enfin, c'est assez simple par le système de points, mais aussi, je sais pas, c'est compliqué à grasp, à prendre en main. Ouais, moi je suis d'accord avec ce que tu dis, Kevin. Là, on parle de méthodologie de travail, donc c'est vrai qu'on peut mettre en place une espèce d'organisation dans notre travail afin de mesurer la productivité des développeurs. Il y a beaucoup d'autres solutions et beaucoup d'autres façons de faire. Mais personnellement, si vous avez besoin et si vous ressentez des besoins d'être plus productif, on va. Je ne sais pas si c'est le moment pour en parler, Fanny, mais moi j'ai quelques petits moyens pour y parvenir. Après, ça reste quand même des moyens assez personnels. Je pense qu'il y a une grosse partie de recherche sur comment faire pour soi-même se retrouver dans une zone de confort, parce qu'au final, c'est la zone de confort qui va vous rendre productif. D'être tout le temps en stress, en pression, machin, on bloque. Souvent, le stress, ça bloque la réflexion, ça bloque les choses là. Le but, c'est vraiment la recherche de la zone de confort. Après, pour rechercher cette zone de confort, on va vous donner quelques tips, mais je ne sais pas trop si c'est maintenant ou pas que je dois le dire. Ouais, non, complètement. Ça fait une bonne transition, Mickaël. T'es un bon animateur. Yes. Je vais me faire remplacer là, je sens. Lancer dans le streaming. Dites-nous dans le chat si Mickaël est un bon animateur. Mais non, il y a Meomaki qui nous dit être productif, continuer à apporter de la valeur sans risquer de régression et de bugs. Donc c'est ce dont tu parlais aussi par rapport au stress. Il y a peut-être à chaque fois quand on code aussi un risque de se dire chaque ligne de code que je touche et que je modifie, soit j'améliore tout, soit je fais tout planter et derrière je vais passer des heures à trouver le bug, à le résoudre et ça peut aussi être un métier stressant au final par rapport à ça, selon sur quoi on travaille, si c'est un gros enjeu ou pas, on a derrière des grosses responsabilités, donc pas toujours évident d'être productif justement et de pas stresser. Dans le rapport justement, il y avait un verdict assez étonnant, on va dire, qui était que les développeurs en général, après voilà, c'est vraiment une étude générale, c'est pas
ça n'a pas valeur de vérité universelle, après c'est au cas par cas, mais en tout cas que les développeurs étaient plus heureux et plus productifs quand ils travaillaient à distance. Et que attendre toutes ces révisions de code avant de publier le code et passer du temps en réunion, ça c'est des choses qui faisaient vraiment perdre la concentration et ce flow, comme tu peux le dire Mickaël, de travail dans lequel on peut être, cette zone en fait de concentration dans laquelle on va se plonger et essayer de rester le plus possible, mais qui est peut-être un peu dur à garder. Et donc que le travail concentré était vraiment essentiel au final et qu'il fallait essayer de créer ces moments-là. Est-ce que Kevin et Mickaël, vous arrivez justement à atteindre ce stade, on va dire, de travail concentré assez souvent? Est-ce que c'est rare? Est-ce que vous avez des tips pour ça? Ouais, carrément. Moi, c'est vrai que cette zone-là, je la trouve, moi j'appelle ça la zone, quoi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez court, en tout cas pour ma part. Hein. Mais c'est quelque chose qu'on va essayer d'aller chercher par moment dans une journée de travail. Moi, ce que je dis, c'est que on peut pas être concentré et productif parce qu'on a une productivité 8 heures par jour. Pour moi, c'est impossible. Ou alors il y a quelque chose qui va pas, ou alors vous allez faire un burn-out dans 2 semaines. Mais l'idée, c'est de se dire bon, bah, je vais essayer de trouver des moyens pour avoir cette petite zone de concentration où vous voyez pas trop le temps passer et vraiment vous êtes à fond dans votre truc. Vous codez pendant 20, 30, 40 minutes sans vous en rendre compte. Il y a plusieurs moyens d'arriver dans cette zone. Moi, je peux vous en citer quelques-uns. Hein. Déjà, alors, je vais parler un peu des outils que j'utilise, mais du coup. Moi, il y a des outils de prise de notes qui sont assez importants. Tout ce qui est un peu reminder, c'est vrai que parfois, quand on est dev, on va penser à plein de trucs. On va se dire ah ouais ça, et puis on va l'oublier parce qu'on y a pensé une seconde. Et c'est dommage parce que ce truc-là, on aurait bien aimé l'avoir plus tard. Donc il y a des outils qui existent. Moi, j'utilise personnellement, j'utilise Things. Bon, c'est quelque chose de payant, mais c'est un achat en une fois. C'est pas un abonnement mensuel. Mais voilà, ça me permet de facilement venir déposer mes idées, un peu enfouies, n'importe comment. Et puis en fin de journée, en fin de semaine, en fin de mois, hein, c'est vraiment quand vous voulez, vous refaites un petit peu le tri là-dedans. Vous dites ah oui, c'est vrai que j'avais pensé à ça. Ça pourrait être une bonne idée de l'implémenter pour la prochaine fonctionnalité que je veux mettre en place. Ça pourrait être une bonne idée peut-être de s'organiser de cette manière, etc. Il y a d'autres outils que j'utilise, mais plus personnels. Donc là, ça va être par exemple écouter des musiques, écouter de la musique. Moi, je sais que la musique, ça m'aide beaucoup à me concentrer. Donc vous voyez, c'est des petits tips en fait. Au final, c'est des petits trucs personnels. Hein, mais moi, la musique, les musiques épiques, un peu, ça m'aide, voilà, à me sentir un peu comme un héros quand je code. Donc c'est assez marrant. Moi, j'écoute beaucoup de classiques, musique classique aussi quand je veux avoir cette petite zone là dont je vous parlais. Il y a un petit côté. Moi, j'écoute que du rap français d'habitude, donc vous voyez, c'est vraiment très différent selon la personnalité. Moi, c'est vraiment le classique qui me permet d'être concentré. Au-delà de la musique, il y a d'autres outils comme par exemple un password manager. Ça peut être une bonne idée de se dire bon bah on perd pas mal de temps au final, on a plein d'outils en tant que développeur, des sites internet, des applications sur lesquelles se connecter. Ça peut être une bonne idée de se dire je vais utiliser une espèce d'outil global qui va me gérer tous mes mots de passe afin de se connecter rapidement, de pouvoir accéder facilement à nos outils. Derrière, attendez, j'enchaîne un petit peu, mais on peut avoir, si vous avez envie d'expliquer des choses, si vous avez envie vous-même de vous faire des schémas, si vous êtes plus dans la compréhension visuelle qu'autre chose, on peut utiliser quelque chose qui s'appelle Excalibro. Donc, c'est un outil qui permet vraiment de faire des dessins, des schémas, afin d'expliquer des choses ou de venir vous-même les noter pour plus tard. Et puis voilà, hein, je pense que j'ai un peu fait le tour. Mais voilà, c'est vraiment plein de petits trucs qu'on vient ajouter au fur et à mesure qui vous permettent au final d'être dans votre zone de confort, de savoir quoi faire quand une idée arrive. Et puis voilà, quoi. Est-ce que Kevin, tu as envie de réagir? Est-ce qu'il y a des outils que tu utilises qui sont un peu similaires? Est-ce que tu en as d'autres à ajouter? Honnêtement, j'utilise pas beaucoup d'outils. J'utilise un password manager qui est très pratique, mais sinon, des outils au niveau de la productivité, je sais pas si ça rentre dedans, mais j'utilise beaucoup ChatGPT et GitHub Copilot. Et pour la productivité, c'est énorme. Genre vraiment la différence de ce que je suis capable d'accomplir avec GPT et Copilot par rapport à ça, c'est monstrueux. Mais sinon, non, j'ai pas de technique particulière pour rentrer dans un état de flow, mais juste c'est assez facile. Genre, c'est beaucoup plus facile quand je suis tout seul chez moi. Genre, je fais 2 jours de remote par semaine. C'est beaucoup plus facile. Genre, des fois, il y a des blocs de 3 heures, de 4 heures qui passent sans que je me rende compte, où je fais que coder, je suis à fond dans ce que je fais, et du coup, je me rends compte qu'il faut que j'aille manger, ou je me rends compte que la journée est finie, et ça passe tellement vite. Et c'est vrai que c'est un peu plus dérangeant d'être en personne, genre d'avoir des réunions et d'avoir des gens qui peuvent venir te déranger, genre en personne. Mais c'est aussi, je sais pas, j'imagine que c'est moins le cas en tant que senior, mais
en tant que junior, c'est quand même super intéressant d'avoir des gens qui directement posaient des questions. Genre, directement, je peux aller les voir et ils peuvent m'expliquer des concepts. Tandis que là, il faut leur envoyer des messages, il faut les appeler. C'est moins personnel, c'est moins, il y a moins de proximité. Et du coup, j'apprends quand même plus avec les autres quand je suis en présentiel. Mais par contre, j'apprends plus tout seul quand je suis en remote. Et tu disais que tu utilisais justement des extensions et que tu utilisais aussi ChatGPT. Tu l'utilises du coup, j'imagine, vraiment comme un outil pour réviser ton code, pour t'aider quand tu es bloqué. Enfin, c'est quoi un peu les utilisations que tu en fais? Des fois, il va falloir que j'applique une certaine logique, genre je sais pas, une manipulation d'array ou de string. Et en PHP, je suis pas autant à l'aise qu'en JavaScript. Du coup, je vais lui demander de me le faire et il va me le faire en 2 secondes. Et sinon, pour utiliser certains services ou pour refactoriser le code, ou bien juste directement quand j'ai un bug, je lui copie genre 2 fichiers entiers de 200 lignes chacun et je copie tout ça et la plupart du temps, il arrive à trouver. Et aussi, des fois, quand je suis pas sûr de la manière dont j'ai écrit quelque chose, genre, je copie-colle tout un bloc de code et je lui demande s'il y a une manière plus efficace d'écrire ça ou s'il y a moyen de factoriser. Et moi, généralement, c'est assez efficace. Et sinon, juste quand il y a des concepts avec lesquels je suis pas à l'aise, genre, par exemple, au début, quand j'ai commencé PHP, j'avais beaucoup de mal avec l'injection de dépendance. Et je lui ai vraiment demandé genre toutes les 2 secondes de m'expliquer avec des termes plus simples, avec des termes plus spécifiques, genre m'adapter en s'adaptant à la situation dans laquelle j'étais, et expliquer tout ce qu'il fallait faire. Du coup, à chaque fois j'ai une question, à chaque fois que j'ai un besoin, genre je passe par lui. Enfin vraiment, je passe, je sais pas, j'aurais pas à quantifier, mais une bonne partie de ma journée à lui parler. Moi, j'utilise un peu de ChatGPT aussi, mais principalement pour des notions de conception, des idées que j'aimerais avoir, sur tout ce qui est optimisation de code, etc. Je commence à être assez expérimenté pour permettre de me le faire moi-même. Mais c'est vrai que ça, parfois, sur de la réflexion, sur j'aimerais organiser mes données de telle manière, qu'est-ce que tu pourrais me proposer? J'aimerais que mes utilisateurs, ils aient des catégories de produits, j'en sais rien. Mais je vous dis un exemple n'importe quoi, mais voilà, essayer de m'orienter un peu ma réflexion. Moi, j'aime pas trop ChatGPT s'il me donne la réponse. Je préfère qu'il me guide plus qu'autre chose. Mais vous voyez qu'au final, vous en faites un peu ce que vous voulez de cet outil. Donc, c'est ça qui est aussi appréciable. C'est vous qui décidez. Donc, je vous dis, j'ai pas envie qu'il me donne la réponse, mais quand j'ai envie d'envoyer des mails pro, je lui dis, tu peux m'écrire un mail pro? J'aime bien qu'il me donne la réponse quand même, mais je préfère la comprendre. Genre, à chaque fois, je m'assure de la comprendre. Genre, je copie-colle jamais quelque chose que je comprends pas. Du coup, je vais lui demander de refactoriser, de réécrire. Il y a certaines fois où j'ai pas d'exemple en tête, mais où je comprends juste pas la formulation, et du coup, je vais lui demander de m'expliquer, de refactoriser ça, de réécrire ça dans des termes plus simples, dans une syntaxe plus simple, et jusqu'à ce que je comprenne. Je fais bien attention à jamais copier un code que je comprends pas. À chaque fois, il faut que je le comprenne parfaitement. Après, je pense que la grande force que vous avez aussi tous les deux, c'est que, bon, toi, Kevin, du coup, je sais pas si tu te considères encore comme junior ou déjà senior. Je crois que ça fait du coup 1 an là que tu codes. Mais enfin, du coup, pour moi, tu es quand même déjà bien avancé après 1 an. Donc tu peux en fait te rendre compte quand ChatGPT te dit n'importe quoi. Ouais. Tu vois, moi, parfois, j'essaye de comprendre une ligne de code ou une notion que je dois expliquer pour du coup les réseaux. Et je vais demander à ChatGPT de m'expliquer comme si j'étais un enfant de 8 ans, parce que c'est un peu mon niveau du coup. Faut mettre la barre un peu plus bas, comme ça je suis sûre de comprendre. Et parfois j'ai un peu peur qu'ils me sortent une hallucination ou qu'ils me disent n'importe quoi et je peux même pas m'en rendre compte. Donc je pense que tu peux l'utiliser en fait parce que aussi tu as quand même accumulé beaucoup d'expérience et beaucoup de pratique derrière. Donc Clairement. C'est pareil pour Copilot quand il me suggère tout un bloc de texte. Je suis capable de dire si c'est le bon bloc de texte, si c'est bon, si c'est ce que j'avais en tête, et ça fait vraiment une énorme différence parce que je me suis rendu compte la première fois que j'ai commencé à l'utiliser il y a 5 mois où j'avais beaucoup moins d'expérience. J'avais vraiment ça marchait jamais en fait. Genre juste, je copiais tout ce qui me suggérait et j'arrivais pas à dire ce qui était juste, ce qu'il fallait changer. Parce que généralement, ça va être presque juste. Genre ça va être bon, mais il va falloir modifier genre une ligne, 2 lignes ou bien juste un mot, juste une variable. Et c'est bon et il faut être capable de l'identifier ça. Et du coup, ça demande une certaine expérience, oui. On a Anthony aussi dans le chat qui nous dit Notion, la base. C'est vrai que nous, on l'utilise aussi dans notre équipe. C'est assez pratique pour tout ce qui est organisation de projet, justement, méthodologie agile, etc., savoir où on en est dans le projet. C'est un outil qui est très, très cool. Tout ce qui va être raccourci clavier, ça, c'est vraiment une mine d'or.
ça peut faire gagner un temps vraiment précieux. C'est Michael, notamment, tu me disais qu'on pouvait utiliser un ordi sans souris. Oui, c'est juste fou. Non, mais c'est vrai que c'est très bien que tu en parles, les raccourcis clavier. Moi, je trouve ça hyper important. C'est quelque chose qui va vous faciliter la vie sur plein de trucs. Sur le code, ça reste quand même du texte. Hein. Vous travaillez sur un éditeur de texte. Donc, venir sélectionner plusieurs éléments similaires, venir sélectionner plusieurs lignes, les remplacer par quelque chose, venir accéder à tel fichier, venir faire telle chose. Bah, au final, vous verrez que c'est des tâches un peu rébarbatives que vous allez faire plusieurs fois par jour. Et au final, vous dites, bon, j'en ai marre de venir cliquer là, de faire ça avec ma souris. Donc, vous trouvez des petits raccourcis clavier et ça vous fait gagner peut-être 20-30 minutes sur une journée. Donc, c'est pas négligeable, ce genre de choses-là. Donc, ouais, très bon rappel, Fanny, bien vu. Ouais, je suis d'accord, parce qu'il y a certains raccourcis, juste très simple, juste CTRL F pour trouver quelque chose, CTRL D pour sélectionner plusieurs occurrences de la même string, de la même chaîne de caractères. CTRL Maj F pour chercher quelque chose globalement, pour chercher une chaîne de caractères globalement, et CTRL P pour chercher un fichier. Genre, c'est ceux que j'utilise, je ne saurais même pas dire combien de fois je l'utilise par jour, mais je passe toute ma journée à faire ça. Et le temps que je gagne avec juste ces 4 raccourcis, c'est monstrueux. Ça fait toute la différence. Mais après, j'utilise Visual Studio Code, et je sais qu'il y a certains certains IDE éditeurs de texte plus développés qui permettent de faire certaines choses, de refactoriser des fonctions entières, de sélectionner globalement des variables pour les renommer et des choses comme ça. Mais c'est vrai que je les utilise pas et ça pourrait être intéressant de les apprendre. Il faudrait que je m'y penche. Ouais. Le dernier petit conseil dont on a du coup déjà parlé, c'est la musique. Michael, tu nous as dit du coup, déjà, tu as cassé un cliché selon Méo-Maki, comme quoi les devs n'écoutent pas tous du hard metal pour coder. Et déjà, c'est une grande chose de fait dans cette journée. Et c'est vrai que tout ce qui va être musique classique, même Lofi, ça peut beaucoup aider à se concentrer. C'est vrai que souvent, on a tendance à dire « Ouais, moi, j'écoute beaucoup de podcasts quand je travaille. » Quand c'est des tâches comme du code où il faut vraiment se concentrer à fond, avoir quelque chose avec quelqu'un qui parle ou qui chante, c'est super dur, justement pour se concentrer. Et peut-être qu'on a l'impression d'être concentré, mais on peut l'être encore plus. Donc, vraiment, on vous recommande de tester musique classique ou playlist Lofi. Même, il y a des playlists toutes faites sur Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, voilà, avec des sons pour se concentrer. Donc, vous n'avez pas besoin de le faire vous. Ça, c'est pas mal. C'est exactement ce que tu dis, Fanny. C'est vraiment le côté parole, moi, qui me. En fait, c'est pas rester concentré, c'est que ça me déconcentre. C'est que je vais entendre un truc qui va me faire réagir et ça va me déconcentrer. C'est pour ça que je vous disais, moi, vraiment, j'écoute que du rap français, donc que des paroles, où il y a tout le temps des paroles et je peux pas écouter autre chose sans paroles. Par contre, au moment où j'ai besoin de me concentrer, il faut vraiment que j'ai un vide total de paroles. Sinon, je sais pas, quelqu'un qui va dire un truc marrant dans une chanson, ça va me faire réagir. Quelqu'un qui va parler de quelque chose d'intéressant dans un podcast, je vais dire, oh, bah, ça a l'air pas mal, je vais écouter. Donc, voilà. Après, encore une fois, ça reste très personnel, même si je pense que le fait d'avoir des paroles dans les musiques ou dans ce que vous écoutez, ça déconcentre plus qu'autre chose. Eh ben, merci pour tous ces conseils. Pour conclure, est-ce que vous auriez un conseil qu'on peut mettre en place dès cet après-midi, après la pause déj, pour être plus concentré, plus productif, vraiment quelque chose d'accessible, de simple à faire? Mes conseils globaux, genre juste s'il y a quelque chose qui vous intéresse de faire, genre s'il y a quelque chose que vous trouvez marrant de faire, genre juste faites-le. C'est la manière qui m'a fait, c'est ce qui m'a fait le plus avancer dans le code. À chaque fois que je sais pas qu'il y avait quelque chose à faire, mais je trouvais plus intéressant, genre juste je le faisais. Et à chaque fois que je me disais genre c'est un effort supplémentaire, mais ça me ferait kiffer de faire ça, genre juste je l'ai fait et c'est comme ça que j'ai le plus progressé, c'est comme ça que je me suis le plus amusé. C'est une des choses que j'aime le plus dans le code. Juste faire des choses que j'aime, plutôt que de faire des choses qui m'apprendraient plus, ou faire des choses qui seraient plus productives, juste, je sais pas, faire ce qui m'intéresse. Oh, tu t'en sors bien, Kevin, là, c'est pas mal, hein. Moi, je suis un peu dans la mouise, là. Non, bah ouais, pareil, hein, écoutez, moi, si je devais vous donner un conseil, un petit tip simple, bon, bah la musique, hein, vraiment, on en revient dessus, mais vraiment, moi, c'est ce qui m'aide le plus. Sinon, bah, plus globalement, je vous dirais vraiment de rechercher votre zone de confort, hein, ce que je vous disais un petit peu au début du live. Alors là, c'est plus global, hein, c'est pas un petit tip simple, mais c'est vraiment de trouver ce qui vous plaît dans votre organisation de travail, avec les gens aussi avec qui vous allez travailler, vraiment de vous mettre un cadre de travail qui
est intéressant, parce que vraiment, pour moi, le stress et la pression, c'est les deux trucs qui vous font le plus baisser en productivité, quoi. Et souvent, peut-être, productivité, c'est un peu un terme où on a tendance à le voir négativement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on a plutôt tendance à dire productivité, oh putain, ça veut dire qu'il faut que je fasse des trucs très vite. C'est pas forcément négatif, la productivité, bien au contraire, c'est vraiment... ça peut être quelque chose de détente, hein. On peut se dire, voilà, moi, je suis plus productif sur ma journée si je prends une heure de pause au lieu d'une demi-heure, par exemple. C'est pas forcément quelque chose où vraiment on a besoin de contenu et de travail. C'est ça que je veux préciser aussi. Complètement. Aussi que des fois c'est mieux de prendre un peu de recul, genre par exemple prendre une demi-heure de pause ou un quart d'heure de pause ou juste aller prendre un café ou juste aller marcher un peu, genre ça rend beaucoup plus productif plutôt que de travailler sur des gros blocs. Il y a vraiment une grosse différence à ce niveau. Ouais, la résolution des plus gros problèmes que j'ai eu dans mon métier, c'était le soir avant de me coucher et le matin dans ma douche, quoi. Donc non, mais c'est ça le pire en plus, c'est vrai, hein. Donc au final on trouve des solutions quand on est plus détendu, quand on n'est pas stressé. Voilà. Ah, c'est les pauses café. Ça fait toute la différence. Mais il y a Méo Maki qui disait plutôt dans le chat, ça rejoint un petit peu du coup votre conseil, technique Pomodoro. Si je dis pas de bêtises, il y a plusieurs techniques de ce type, mais je crois que c'est on fait des temps de 30 minutes où on se concentre à fond, puis on va faire 5-10 minutes de pause. Alors le temps varie selon les méthodes, mais c'est vrai que c'est bien d'alterner ces moments de concentration intense et des moments un peu de répit. Parce qu'effectivement, comme tu disais, Michael, sinon on va pas trop tenir. C'est ça, donc parfait. Adieu. On a Méo Maki qui dit la technique du canard en plastique aide bien aussi. Je connais pas, je sais pas de quoi on parle. Je sais pas, Kevin et Michael, si vous savez de quoi on parle. Je vais vous expliquer ce que c'est le canard en plastique. C'est que souvent, quand tu es développeur, tu es bloqué. Être développeur, c'est gérer des erreurs, hein, principalement. Faut être prêt à faire ça. Hein. C'est que vous allez avoir un code qui va être en erreur jusqu'à ce qu'il soit bon. Et du coup, parfois, vous êtes bloqué et vous ne savez pas comment vous débloquer. Le canard en plastique, c'est en fait avoir un petit canard en plastique sur son bureau, parce qu'en fait, quand vous expliquez un problème à quelqu'un, quand vous expliquez votre problème, quand vous arrivez à en parler, vous verrez que vous trouvez souvent la solution par vous-même, parce que vous posez les bases du problème, les contraintes, et peut-être qu'en fait, en posant tout ça et en parlant, vous allez avoir la solution qui va venir directement. Donc, l'idée, c'est qu'on s'est dit, moi, je le faisais beaucoup avec mes collègues. Ouais. Parfois, ça peut être chiant pour eux. Et du coup, on s'est dit, bon, on va peut-être trouver une autre technique. On va mettre un petit canard en plastique et tu parles à ton canard en plastique. Donc voilà. Vous pouvez le faire à vos collègues aussi. Hein. Pas mal de temps, vous n'en faites pas. Non, mais c'est une bonne astuce. Ouais, très bonne astuce. Ouais. Merci encore à vous deux, en tout cas. Merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. Et puis, on se retrouve du coup, pas mardi prochain, mais dans 2 semaines pour parler du coup data cette fois-ci. Merci à vous. Merci à toi, Fanny. Merci, Kevin, d'être venu. Et bon appétit tout le monde.